bonsoir. Nous arrivons au terme de cette semaine que j'ai eu le plaisir de partager avec vous. Demain soir, une surprise vous attend dans la libre antenne avec un confident pas comme les autres, mais promis, ce ne sera pas un poisson d'avril. Donc surtout, ne manquez pas l'émission demain soir car ce sera un collector pour la libre antenne. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon dimanche de Pâques. Peut-être était-ce le moment de retrouvailles en famille, un moment d'échange et de dialogue. C'est si important de se parler de tout et de rien, d'entretenir une parole régulière, familière, sans aucun objectif précis, que le bonheur et le plaisir d'être ensemble. Parce que souvent, c'est parce que l'on se côtoie sans se parler que le jour où on a quelque chose à se dire, cela devient trop important, trop solennel, et on éprouve la difficulté de communiquer, on sombre dans les malentendus. Alors que si on échange régulièrement, toutes ces paroles échangées qui auront paru vaines rendront possible, comme par enchantement, une parole beaucoup plus profonde. Alors ici aussi, dans la libre antenne, nous pratiquons cet art de la conversation intime, cette parole libre où tout peut s'exprimer. Jeanne et Paul reçoivent ce soir vos appels au 39 21 avec leur bonne humeur habituelle, et c'est Vivian qui réalise ce soir cette émission. Et à tout moment, si vous souhaitez dialoguer avec un auditeur, vous pouvez nous joindre pour intervenir en direct à l'antenne en appelant le 39 21 ou nous envoyer un texto au 7 39 21 en commençant par le mot nuit, ou également réagir par site internet sur le site europe1.fr. 39 21, j'attends vos appels. Sophie Peters sur Europe 1. Et avant d'accueillir Claudie à l'antenne, merci à Nadège, à Alice pour son joli poème et à Nassiba. Voilà, merci à vous à toutes les trois pour vos adorables messages. Claudie, vous êtes là ? Oui, bonsoir, oui. Bonsoir Claudie. Alors, je sais pas si je vais tellement pouvoir parler, quoi. Ah, Claudie, est-ce que vous avez le cœur gros ce soir ? Ouais, vous avez le cœur gros. Mais dans cette émission, voilà, on est là avec vous dans ce studio d'Europe 1 pour vous écouter, vous réconforter. Vous vouliez, en fait, vous avez appelé parce que vous avez écouté Camille, je sais ça, hein, on m'a dit. Oui. Vous Enfin, avez... bon, je suis un peu dans la même situation qu'elle. Voilà, alors Camille qui était donc à l'antenne, c'était jeudi soir, et qui nous disait que, à 60 ans, elle avait aussi, comme vous, le corps gros, d'avoir un sentiment d'être passée à côté de quelque chose, c'est ça, vous aussi ? Oui. Sauf que moi, j'ai pas d'enfant, donc je pense... je me disais qu'avec des enfants, on trouve plus facilement quand même un sens à sa vie. À sa vie. Bon, elle a la chance d'avoir des enfants. Moi, je sais pas comment ça se passe avec eux, mais bon, c'est déjà ça, je pense. Et puis, il y a un problème dont je voulais parler. Ouais. Enfin, c'est vrai que c'est la face visible de l'iceberg, je pense. Ouais. Mais les rapports que j'ai encore avec ma mère, malgré mon âge, c'est un peu bizarre de dire ça à mon âge, mais c'est-à-dire que forcément ma mère a 80 ans maintenant. Elle est assez malade, quoi. Elle a eu une opération très très grave. Ouais. Et puis je voudrais j'ai essayé depuis son opération, ça fait 2 fois que j'essaye d'aller la voir et je tombe malade au moment d'aller la voir, j'arrive pas et ça me crée des... en moi, je me sens vraiment prise dans un conflit, quoi. Dans un conflit, quoi. Parce qu'en fait, elle a été très maltraitante. Oui. Et à la fois, chaque fois avant, quand je vivais j'étais avec un compagnon, moi, j'allais avec lui, j'avais pas le même ressentiment, quoi. J'y allais, je tombais malade quand même au retour. Ah oui. Systématiquement. Ouais, comme une relation qui vous empoisonne. Vous savez, on parle quelquefois, il y a des relations parents-enfants un peu toxiques, quoi. Oui, oui. Et votre corps, il a exprimé quelque chose. Voilà, c'est ça. Donc, chaque fois que je revenais d'aller la voir, je tombais malade. J'étais au moins une semaine absente de mon travail. Enfin, bon, c'était... Ah ouais. Oui. Et Claudie, vous avez qu'est-ce qui fait que ce lien il est si
compliqué pour vous à éventuellement un peu détacher, parce que là, votre maman, un jour partira et ce serait bien de trouver un peu d'apaisement avant ce moment-là, ensemble. Oui. C'est ce que je voudrais, mais j'arrive pas. Oui, en fait. je comprends, oui, bien sûr, c'est pas si simple, mais qu'est-ce que vous pensez qui fait que vous n'y arrivez pas plutôt? C'est-à-dire, il y a j'ai longtemps pensé que c'était la peur, parce que j'ai vécu dans la peur toute mon enfance, en fait, dans la peur d'elle. J'avais toujours, elle était systématiquement violente pour des choses incompréhensibles pour un enfant. Il n'y avait pas de règles, c'était aléatoire, quoi. C'était, bien sûr, mais une fois adulte, peur de quoi? Parce que, voilà. C'est ça. Donc, j'ai pensé que c'était cette peur, et puis en même temps, là, récemment, j'ai réfléchi, je me suis dit quand même, pour que ça me rende malade à ce point-là, c'est quand même, je trouvais ça quand même étonnant. Oui. Et je pense qu'il y a autre chose, il y a le fait de, il me semble que, si vous voulez, souvent, quand elle nous frappait avec mes frères, souvent, des fois, elle venait nous embrasser pour s'excuser. Oui. Et donc, moi, j'avais un frère qui acceptait jamais de l'embrasser. Oui. Et moi, je cédais toujours. Oui. Et en même temps, je m'en voulais. Ah. Je m'en voulais de céder. Mais elle le faisait en disant, en ayant conscience qu'elle était allée trop loin, en vous demandant de lui pardonner. Oui. Et pourquoi vous pensez et pourquoi vous en vouliez de lui pardonner finalement à cette maman? Je m'en voulais d'être si faible, quoi. Parce que c'était faible que d'accepter. Oui. C'est-à-dire que je voyais mon frère qui, lui, était fort, qui voyait... Mais qu'est-ce que c'est que la force et la faiblesse dans ce cas-là? Ouais. Je ne sais pas, en fait. Oui, comme si votre frère avait raison de la repousser, cette maman. Oui, parce qu'elle avait quand même été violente. Maltraitante, oui. Donc, en fait, c'était comme si, effectivement, vous acceptiez... accepter sa maltraitance sous couvert que finalement, vous saviez que ça allait recommencer la fois d'après. Voilà. Oui. Et votre frère, c'est intéressant, de savoir comment lui justement qu'est-ce qu'il a fait de cette relation, comment lui, il a été pendant, c'est-à-dire qu'on est tous en analyse, on a tous été en analyse. Lui, il a toujours été à partir de l'adolescence très violent avec ma mère, très agressif, moi ce que j'ai jamais pu être. Et là, il s'est marié assez tard. Il a eu une enfant assez tard, vers la 55 ans, vous voyez. Mon autre frère n'est pas marié, n'a pas d'enfant non plus, moi non plus. Et donc, depuis qu'il a eu cet enfant, il va voir ma mère, mais je sais pas, 3 fois par an à peu près. Mais bon, lui, il dit que c'est pour que sa fille voit sa grand-mère, quoi. Mais il discute le moins possible avec ma mère, quoi. Il n'y a pas de... C'est juste, il va la voir un après-midi parce qu'il a une maison pas loin d'où elle habite. Et pour lui, je ne sais pas si c'est inconscient ou pas, mais c'est pour que sa fille voit sa grand-mère. Mais voilà, je sais pas. Comme il veut plus voir personne de la famille, donc. Vous le voyez pas non plus. Non. D'accord. Voilà. Mais Claudie, vous avez le sentiment finalement que votre frère a été plus courageux, ou il a fait ce que vous auriez aimé faire en tout cas. C'est ça que vous imaginez. Oui. Et en même temps, si vous avez été dans ce lien-là, c'est sans doute que voilà, c'est comme ça que vous sentiez les choses, que vous voyez peut-être que c'était pas, il n'a pas forcément raison et vous n'avez pas forcément tort. Oui, c'est des liens très personnels. Moi, j'aurais voulu refuser ce baiser, quoi. Ah oui, et c'est là-dessus que vous restez finalement, jusqu'à y arriver. En fait, c'est un peu comme si vous aviez continué ce lien toxique jusqu'à arriver à la repousser. Oui, voilà. Alors, là, justement, récemment, j'ai réfléchi, je me suis dit, je crois comprendre que c'est à cause de ça, et que si je vais la voir, c'est un peu encore lui céder, quoi. Ouais, vous aimeriez pouvoir la repousser définitivement. Oui. Presque, voilà. Ouais, qu'il n'y ait pas cette souffrance, en tout cas. Je ne sais pas trop. Oui, non, je comprends, Claudie, mais c'est tellement insupportable, c'est tellement difficile, ça.
Parce que voilà, votre maman maintenant, elle a 80 ans, elle a repoussé maintenant. Vous risquez de vous blesser encore plus. Vous voyez, c'est comme si vous vouliez résoudre quelque chose de très ancien qui n'a pas la même forme finalement aujourd'hui. Ah ben oui, voilà. c'est pas du tout rationnel, c'est pas du tout... Oui, même sans ça, sans une histoire de rationnel, c'est quelque chose qui appartient au passé, que vous continuez à activer dans le présent. Oui. Donc c'est très inconfortable, c'est très incongru, on va dire, plus que irrationnel. Et c'est comme une écharde que vous laissez planter en permanence en vous. Oui, et qui fait mal et qui s'infecte. Et aurait fallu que je sois agressive plus tôt peut-être, mais en fait j'ai suivi une psychothérapie, puis là je suis en analyse depuis 1 an et demi, et c'est vrai que depuis que j'ai commencé cette analyse, il y a toute l'agressivité qui est ressortie. Ah oui, c'est bien. Et c'est un peu tard, peut-être. Non, c'est jamais trop tard. Oui. C'est jamais. Vous avez le sentiment qu'est-ce qui serait trop tard? Parce que je me monte agressive avec elle maintenant, quoi. Oui, mais il y a quelque chose qui a besoin de se dire avant qu'elle s'en aille, maintenant. Ah oui, mais c'est-à-dire que, comme elle est dans le déni, vous voyez, j'ai essayé plusieurs fois de lui parler, même au début quand j'étais adolescente, et après, quand j'avais 25 ans. Voilà, et à ce moment-là, quand je lui parlais, elle se mettait à pleurer, donc j'arrêtais. Calmement, j'essayais de lui parler pour qu'on mette les choses, vous voyez, que je comprenne, il n'y a pas beaucoup de choses à comprendre, mais qu'on en discute. Que les choses se disent, oui, bien sûr. Et donc, elle pleurait, donc j'avais arrêté. Puis après, là, depuis justement 2 ans, tout ça, j'ai essayé de lui en reparler, mais elle répond avec agressivité, là, maintenant. Mais en même temps, vous voyez, Claudie, c'est pas la même maman. Enfin, c'est-à-dire que voilà, ça se joue entre vous et vous. C'est-à-dire qu'à la limite, comment dire, montrer votre agressivité à la femme qu'elle est aujourd'hui, à l'âge qu'elle est. Vous êtes pas tant que ça vous aiderait plus de la déverser effectivement dans le cabinet de votre analyste ou en écrivant ou entre vous et vous, parce qu'effectivement ça a tout à fait besoin d'être exprimé, mais pas forcément envers elle, sachant que c'est pas à celle-là que vous vouliez le dire à celle d'il y a des années. Oui, bien sûr. Mais ça, je le sais, si vous voulez, quand je réfléchis, je le sais. Mais mon corps, vous voyez, par exemple, je devais y aller à Pâques, là. Et puis, depuis mardi, je suis au lit, quoi. Ah oui. Parce que là, votre corps vous empêche d'y aller. Voilà, c'est ça. Donc, même si intellectuellement, je comprends que c'est plus la même personne, qu'elle est malade, qu'il faut l'épargner, tout ça, j'ai pas de réponse, je peux pas me lever, quoi. Et voilà. Peut-être que votre corps vous empêche d'y aller justement pour pas vous blesser plus. Pour pas aller se confronter à elle dans quelque chose où vous savez que vous pouvez vous blesser l'une et l'autre. Oui, mais en même temps, c'est vrai que c'est plus la même, forcément. Puis même, elle est même gentille par moment maintenant. Eh oui. Pas pareil. Donc, puis je pense, je sais pas, parce qu'avec elle, on ne sait jamais, mais je pense que ça lui ferait plaisir de me voir. Je sais rien, je sais pas. En fait, Claudie, c'est un peu comme si vous aviez à la fois un deuil à faire en même temps que des retrouvailles sur la même personne, enfin sur votre maman en l'occurrence, c'est-à-dire faire le deuil de cette maman maltraitante de votre enfance et de votre jeunesse. Et qui n'est effectivement plus elle, et puis accueillir celle d'aujourd'hui, la femme qui a 80 ans, qui est souffrante. Voilà. Et c'est ce double travail à faire en parallèle avec le temps là maintenant. Mais vous pouvez le faire dans ce parallélisme en sachant qu'il y a quelque chose qui appartient à la relation ancienne d'un côté, qui peut être travaillé à la fois chez votre analyste et puis en écrivant. Entre vous et vous pouvez faire beaucoup dans ce domaine. Et puis dans la relation physique, quand vous la voyez, y apporter autre chose. Parce qu'on est des mosaïques aussi nous-mêmes en tant qu'individus, vous voyez. Et vous pouvez activer en vous à la fois la fille qui a toujours rêvé d'une bonne relation et qui pourrait peut-être là, dans un instant un peu magique, en tout cas la créer ou en réparer un morceau, et faire le deuil de la relation que vous auriez voulu avoir, parce que le problème c'est celle que vous n'avez pas eue, que vous savez que vous n'aurez jamais et qui est impossible de toute façon. Il y a toujours un sentiment comme si je me trahissais moi-même, vous voyez. Ah oui, ça c'est intéressant. C'est
comme si je trahissais un peu la petite fille, quoi. Oui. C'est ça Oui. qui est... Comme si vous lui en vouliez à cette petite fille, de ne pas avoir été aussi celle que vous auriez voulu qu'elle soit. Ah oui, c'est sûr. Oui, mais en même temps, voilà, il y a Carmen qui dit, voilà, ne pas culpabiliser. Si vous ne pouvez plus aller la voir, protégez-vous, allez lui rendre visite avec une amie, courage. Et puis Laurence de Picardie qui dit vous ne pouvez vous en vouloir d'avoir agi ainsi, vous étiez enfant et chaque être est différent. Peut-être cherchez-vous de la tendresse d'une maman par ses baisers que vous acceptez et non comme un pardon. Je crois que Laurence a raison, c'est-à-dire que la maman qui venait vous embrasser, c'est celle que vous auriez aimé avoir. Donc vous étiez pas dans le même temps que votre frère, qui lui était toujours, vous voyez, dans la même logique. C'est-à-dire que ce baiser était un baiser qu'il pouvait pas accepter. Vous acceptiez la maman que vous auriez voulu avoir. Voilà, moi c'est-à-dire que j'acceptais parce que je me disais en gros, enfin schématiquement, que c'était toujours ça de prix, quoi. Ouais. Voilà, c'était toujours... Ben oui, c'était toujours ça de prix. Donc vous voyez, Claudie, la culpabilité, ça veut dire que vous auriez le pouvoir de changer les choses. Vous l'aviez pas. La petite fille, elle a fait ce qu'elle pouvait et elle a pris ce qu'elle avait envie de prendre au moment où ça venait. Donc vous pouvez pas lui en vouloir à cette petite fille-là. C'est pas juste. C'est pas très juste. C'est pas très juste d'en vouloir à la petite fille que vous étiez. Donc travaillez ça avec votre analyste pour essayer de lâcher un peu ça, qui n'est pas très très juste, surtout aujourd'hui. Et puis essayez de faire de la part entre la relation souhaitée qui n'aura pas lieu et celle qui est possible encore aujourd'hui. Il y a un travail à faire dans l'entre-deux. C'est-à-dire que c'est très difficile parce que là, c'est vrai que physiquement, j'arrive pas à y aller, quoi. C'est trop tôt. C'est trop tôt, Claudie. Oui, mais je sais que elle est gravement malade. J'avais eu un de ses médecins qui m'avait dit que bon, elle en avait à peu près pour 1 an maintenant. Bon, parce qu'elle a des problèmes cardiaques, elle a opéré des intestins, voilà, des trucs assez graves. Donc, en même temps, il y a une question de temps aussi. Oui. Alors, oui, ça vous met une pression supplémentaire et augmente votre culpabilité. Ça, oui. Lâchez un peu ça, parce que faites confiance. Laissez rentrer un peu de confiance. À me détendre. Oui. Mais j'arrive pas, quoi. J'ai beaucoup de mal à penser à autre chose. Ça me prend complètement. Oui. Il faut peut-être baisser un peu l'enjeu. L'enjeu est peut-être pas tel que vous pensez qu'il est. Oui. Vous y mettez sans doute trop de choses. Ah oui, voyez. Oui, et vous y avez mis beaucoup de choses, donc il faut lâcher un peu, vous distraire, essayer de créer de l'espace en vous pour retrouver pied et pas vous laisser envahir. Ah oui, parce que là, je suis complètement envahie par ce problème. Enfin, c'est un des problèmes c'est un des problèmes parmi d'autres, mais ça, il y a une question de temps, c'est vrai, qui joue, quoi. Ouais, je comprends bien, Claudie. Il y a Annie qui est là, qui aimerait vous parler. On a Annie à l'antenne. Ah. Ouais. Je sais pas si je vais pouvoir. Alors, merci. Ouais, on vous laisse 30 secondes. On a un message publicitaire malheureusement à passer, et puis je vous prends avec Claudie. Oui, Annie, vous êtes là ? Oui. Oui, bonsoir Annie. Annie, vous vouliez réagir aux propos de Claudie ? Oui, parce que je me suis trouvée dans la même situation qu'elle, face à une mère qui était particulièrement mauvaise, qui frappait effectivement, évidemment, comme toutes ces femmes-là, et qui plus est, nous étions deux. Ma sœur aînée était belle, intelligente, et le fruit de son grand amour, qui n'était pas mon père. Elle a épousé mon père parce qu'elle était enceinte et elle le méprisait souverainement comme elle m'a méprisée puisque j'étais la fille de mon père. Donc j'étais moche comme mon père, bête comme mon père, etc. Donc elle me frappait, elle frappait pas ma sœur. Ma sœur pouvait faire toutes les bêtises qu'elle pouvait, hop, c'était sur moi que ça retombait. Et en plus, elle passait son temps à me dire que j'étais moche, que quand elle nous essayait des vêtements, c'était « Ah ben sur la grande c'est magnifique, mais sur la petite ça va comme un tablier une vache, etc. » Ça était toute ma vie, je l'entends encore. Maintenant, à 66 ans, je ne peux pas aller dans un magasin parce que je l'entends. Ah oui. Elle est décédée. Et bien, je vais vous dire, c'est malheureux à dire, mais j'ai été libérée à ce moment-là. Et vous avez pu, Annie, avoir quand même un lien, enfin, avec elle avant son départ, qui soit plus apaisé ? Aucun. J'ai dit un jour à mon père, qui la défendait toujours, parce que
une fois en maison de retraite, j'allais les voir 3 fois par semaine. Ma sœur a tout laissé tomber, sauf au moment évidemment de leur décès où elle est passée en priorité chez le notaire en me déclarant morte. Mais enfin, ça c'est un détail. Elle a tout eu donc. Eh bien, ma mère, en boucle, répétait « Elle va pas foutre le camp, la grosse salope, elle va pas foutre le camp, la grosse salope, c'était moi. C'était à ce point, vous voyez. Ouais, c'était violent, hein, Annie. Tout à fait. Et mon père ne disait rien. Un jour, je lui ai dit, dis donc, tu crois pas que tu pourrais demander à maman de s'arrêter? Oh, il m'a dit, laisse-la, c'est pas de sa faute. Ben, je lui ai dit, non, c'est de la mienne. Je la provoque, je pense, en venant. Et effectivement, je me suis rendu compte qu'elle était extrêmement jalouse parce que j'allais vers le lit de mon père, mais je la saluais à peine. Un jour, elle m'a même dit, et là, je me suis sentie forte. Un jour, elle m'a dit, décidément, ma pauvre, t'es encore plus moche qu'avant. Et je lui ai tout simplement répondu, mais maman, moi l'avantage, c'est qu'étant moche depuis ma naissance, je n'ai pas de mauvaise surprise quand je me regarde dans un miroir. Mais toi qui te balades depuis l'âge de 20 ans avec la photo de tes 20 ans dans ton portefeuille, c'était d'ailleurs la seule et unique. Hein. Elle n'avait pas celle de ses Annie, filles. quand on vous entend, on a envie de dire pourquoi tant de haine. Enfin, c'est quand même violent ce que vous nous racontez. Ah bah oui, mais c'est violent la vie qu'elle m'a fait vivre. Oui, j'entends bien. Lorsque j'ai été trépanée parce que j'avais subi la maltraitance au nourrisson, à 21 ans, elle m'a dit c'est de la faute de ton père. C'est faux, mon père ne m'avait jamais touchée, c'était elle. Et je vais vous dire, le malheur, c'est qu'en fait, je ne lui en voulais même pas quand elle me frappait. C'était le seul contact que j'avais avec elle. Ouais, bah, mais Annie, finalement, vous écoutant, vous êtes en train de dire à Claudie, voilà, en fait, on peut pas. Mais je pense que chaque histoire est un peu singulière parce que c'est quand même pas tout à fait l'histoire qu'a vécue Claudie. Hein. J'entends bien qu'il y a énormément de violence dans ce que vous avez vécu, Annie. Et effectivement, il arrive quelquefois dans ce genre de situation que la mort soit plus une délivrance qu'autre chose quand on vous empoisonne la vie à ce point-là. Mais Claudie m'a pas l'air d'être tout à fait dans la même situation. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, Claudie? Non, c'est pas tout à fait pareil. C'est en même temps moins difficile et plus difficile. Je sais pas trop. C'est-à-dire que ma mère, en fait, elle, si vous voulez, elle nous accusait de la rendre malade. Voilà, on la rendait malade. Et en fait, elle était toujours plaintive. Donc, moi, j'étais toujours un peu coupable, vous voyez. Victime de ses enfants, finalement. Moi, j'ai eu exactement le même problème. Je ne pouvais même pas partir seule en vacances parce que elle me disait, tu me laisses seule avec ton père. Et moi, j'avais des remords. Au point que, quand ma sœur a eu son premier enfant, il fallait que je quitte ma banlieue pour aller garder la gosse à Paris parce que sinon, ma mère ne dormait pas de la nuit. Et moi, je revenais le matin pour travailler dans ma banlieue. Et Annie, à aucun moment vous avez décidé de couper les ponts une fois jeune adulte? Le problème, 21 ans trépanée. J'avais réussi à m'évader. 21 ans, je suis reprise sous la coupe de ma mère. Ah oui. Parce que j'avais été trépanée et convalescence chez ma mère, chez mes parents. Et ma mère qui, pendant toute la journée, me répétait que j'étais devenue une invalide, que je ne pourrais pas faire... j'étais dessinatrice. Hein, et j'avais été embauchée chez Hermès. Et je n'ai pas pu assurer parce que Madame Baumann, qui m'avait choisie, n'a jamais su que je n'étais pas venue au rendez-vous parce que j'étais à l'hôpital. Oui, faire attention de ne pas citer des noms, Annie. Oui, elle est décédée, cette brave dame. Bon. Et ma sœur n'a jamais voulu prendre son téléphone pour téléphoner et dire que je n'étais pas disponible exceptionnellement. Et après, on m'a dit, tu es une invalide, donc maintenant, éducation nationale. Oui. Elle m'a pourri la vie, mais de A jusqu'à Z. Et malgré tout, j'avais des remords chaque fois qu'il y avait quelque chose. Elle me disait, parce que suite à cet accident à 21 ans, elle a eu, soi-disant, un souffle au cœur. Elle n'en avait pas du tout. Mais c'était de ma faute, donc elle était cardiaque, donc ci, donc là. Donc chaque fois qu'il y avait quelque chose, il fallait que je pallie les carences de la famille afin que son petit cœur soit protégé.
Non, mais ce que vous exprimez, Annie, c'est que c'est très compliqué de se détacher, de parents très toxiques, en fait, d'une mère ou d'un père, et que quelquefois, effectivement, on est avec un lien de culpabilité, de remords. C'est compliqué de s'extraire de ce genre de relation. Mais merci en tout cas, Annie, pour votre témoignage. Mais je vous en prie. Merci beaucoup. Je vais préciser une chose. Oui. Ma mère, avant de mourir, est devenue Alzheimer, mais au maximum. Alors, après une période de grande méchanceté, qui s'est tournée bien entendu vers moi, elle a oublié tout. Et quand j'allais la voir, elle me disait, mais madame, vous ne pouvez pas être ma fille. Je ne suis pas mariée. Elle était revenue en 42. Donc, là, c'était le bonheur. Ah oui, un peu comme si vous aviez retrouvé un lien avec cette femme, finalement. Absolument. Avec une femme qui ressemblait à ma mère. Qui ressemblait. Voilà. Ah oui. Et ça, Annie, c'était apaisant pour vous, cette fin, finalement. Oui, parce qu'elle était très correcte. Oui, et ça crée un lien, finalement, assez apaisé avec elle. Oui. Après ce que vous aviez vécu. C'est gentil de venir. Alors qu'avant, elle me renvoyait tout le temps. Merci, Annie, pour votre appel. Et bon courage à Claudie. À Claudie. Merci. Voilà, merci, au revoir. Claudie, qu'est-ce que vous pensez que c'est pas tout à fait pareil, parce que, si vous voulez, ma mère, elle n'était pas... comment dire... je sais pas si c'est plus proche un peu de la folie, sa conduite. Parce que c'était pas... comment dire... Elle était plus agressive avec moi quand même qu'avec mes frères. Il y avait une espèce de jalousie. Oui, mais comme si c'était inconscient, c'est ça, Claudie. Voilà. Et donc vous l'avez sans doute... Oui. C'est presque pire. Presque pire, c'est-à-dire que la petite fille a pardonné, forcément, puisque si vous sentiez ça et si vous le sentez encore et vous l'avez senti toutes ces années, ça explique que vous l'ayez excusé. Mais en même temps, vous voyez, j'ai des problèmes avec tout le monde, enfin beaucoup de gens, parce que quand quelqu'un est agressif et tout ça, je me dis toujours... c'est inconscient ou conscient. Vous voyez, du coup, des fois, j'ai eu... À vous excuser plus facilement. J'ai eu pas mal d'amitiés toxiques à cause de ça. Oui, parce que vous êtes habitué. Vous voyez, comme vous avez été un peu formaté dans ce type de relation, vous êtes habitué à ne pas vous en protéger. Parce que vous n'avez pas su, mais Claudie, c'est un peu normal, c'est que vous étiez une enfant. Heureusement, c'est bien là que vous ayez commencé un travail d'analyse. J'ai fait 20 ans de psychothérapie quand même avant, toute une vie pratiquement. Oui, et ça vous a sûrement aidé aussi à vous maintenir dans une vie. Disons qu'en plus, comme j'avais eu, comme l'autre dame, des attouchements de la part de mon père, j'avais un problème d'identité, qui n'est pas encore... Vous voyez, j'avais l'impression d'avoir la tête d'un côté et le corps d'un côté. Oui, je comprends. Bon, la psychothérapie m'a aidé un peu à me retrouver, mais bon, c'est pas encore ça, quoi, c'est sûr. Prenez le temps, Claudie. Prenez le temps à la fois de retrouver un lien plus serein avec votre maman et avec vous-même surtout. Mais quand vous dites vous vous sentez pressé par le temps, ça peut aller vite dès lors que vous faites un peu de place, que vous lâchez. Mettez-vous éventuellement à vous écrire à vous-même, augmentez le nombre de vos séances, essayez d'avancer dans ce domaine. C'est-à-dire financièrement, je peux pas trop. Non, c'est vrai que je comprends. J'y avais pensé, mais... Bon, mais alors servez-vous de l'écriture, ça peut beaucoup vous aider. Couchez sur le papier tout ce que vous avez à dire, que vous ne pouvez pas. Et vous allez voir que ça va sans doute vous apaiser, ça va vous permettre en tout cas de trier. Disons qu'il faudrait que je puisse aller la voir. Je sais pas trop. Non, pour l'instant, occupez-vous de vous, soignez-vous. Vous irez la voir quand vous irez mieux. D'accord ? Bon courage à vous, Claudie. Oui, je vous remercie. Merci d'avoir appelé. Au revoir. Sophie Peters, jusqu'à 1h sur Europe 1. Claudie, un message pour vous de la part d'Alice qui dit oui, écrivez, car écrire c'est parler sans être interrompu. L'écriture est une très bonne thérapie et pas chère en plus. Merci Alice. Dominique, vous êtes là ? Oui, bonsoir Sophie. Bonsoir Dominique. Merci de me prendre à l'antenne. Voilà, j'ai un gros problème relationnel. Je crois que c'est depuis toujours, mais ça s'avère être de plus en plus grave. Voilà, j'ai 65 ans, j'ai été mariée 10 ans, mon mari hélas est décédé et je n'ai pas d'enfants, mais par contre maman a beaucoup de sœurs, on est une grande famille, j'ai beaucoup de cousins
Et puis cet après-midi, une réunion de famille, je me suis fait agresser et comme je ne sais pas répondre à l'agression, en tant que, j'aime les gens gentils, quand on est agressif avec moi, je ne sais pas répondre. Et comme tous ceux qui sont un peu timides et qui ne savent pas répondre, quand on m'agresse de trop, j'explose et je dis certainement des choses pas gentilles, mais... Qu'est-ce que quand vous parlez d'agression, de quoi vous voulez parler? Qu'est-ce que vous appelez une agression, Dominique? Je suis donc fille unique, mais les deux mamans, j'ai maman et sa sœur ont été mariées avec deux frères. Deux frères mariés avec deux sœurs. Et quand nos pères étaient derrière le rideau de fer en Roumanie, nos mamans étaient enceintes de nous deux, de mon cousin et de moi, et maman de moi. Et nous sommes donc nés et nous avons été élevés ensemble. Nous avons retrouvé nos parents quand on n'avait que 12 ans. Donc, on a retrouvé nos pères que 12 ans après et on a été élevés ensemble. Et ce garçon, mon cousin, était comme mon frère. Je pleurais à l'école, je veux mon frère. Lui disait, je veux ma sœur. Et puis, il s'est marié très, très vite, très jeune. Et sa femme ne m'a jamais supportée, toujours jalouse. Moi, j'ai été hôtesse de l'air, je vivais la belle vie, j'étais heureuse de vivre, je voyageais beaucoup. Et elle, c'était l'inverse. Et je sentais que son mari, qui était donc mon cousin, était toujours très proche de moi. À chaque réunion, chaque repas de famille, à chaque mariage, il se mettait à côté de moi. Il aimait blaguer avec moi. Parce qu'elle, caractère agressif, acariâtre, jamais heureuse, jamais contente. Il était bien avec sa femme, quand même, votre cousin? Non. Il a voulu la quitter plusieurs fois, mais la famille s'en est mêlée et ils sont restés ensemble, mais non. C'était pas un couple très heureux, d'accord. Elle l'agaçait. Et elle était toujours exigeante, agressive avec lui, avec tout le monde. Et moi j'ai eu plusieurs histoires depuis. Je suis revenue au pays depuis 10 ans que je suis veuve. Et à plusieurs reprises, elle m'a agressée, notamment 1 an après mon veuvage. On était à un mariage d'une cousine et donc mon cousin était près de moi et en blaguant, il me dit tiens, si je trouve un bel homme, je te ferai signe. En rigolant, je lui dis oui, si tu veux, pourquoi pas. Et elle de dire d'une manière très agressive en l'église, tu vas pas nous jouer les veuves joyeuses. Alors maman entendu, elle était derrière, mes autres tantes, elles ont dit oh là là, mais c'est pas gentil, comment elle a pu dire ça. Tout le monde était un peu choqué, mais bon. Je n'ai rien dit, ça s'est passé. J'ai laissé passer le mariage. Le lendemain, j'ai fait quand même une crise de nerfs parce que je n'ai pas admis qu'on puisse dire une chose comme ça, comme si j'allais jouer les veuves joyeuses. Et la question qui me vient tout de suite, Dominique, c'est que si cette personne, vous l'avez jamais estimée, pourquoi elle est si importante pour vous dans ce qu'elle dit? Parce qu'elle a une manière de m'agresser et je ne comprends pas jamais pourquoi. Alors, son mari me comparait, il disait, tu sais, tu devrais t'habiller comme elle, tu devrais être un peu plus féminine. On est l'inverse. Oui, voilà. Mais à partir du moment, Dominique, où vous estimez que votre vie est plus sympa que la sienne, vous êtes plus jolie, etc., cette femme est finalement pas très intéressante, importante pour vous. Or, vous lui accordez une place finalement très importante. Alors, puisque ce qu'elle dit d'effectivement désagréable, j'en conviens, et de langue de vipère, vous atteint. Alors, ma question, c'est pourquoi de cette personne, ça vous atteint? Alors, pourquoi? Parce que cette personne a 3 enfants qui sont maintenant mariés, qui ont des petits-enfants. Et dans la famille, vis-à-vis de maman et de sa belle-mère, elle a toujours été une femme merveilleuse parce qu'elle, elle était mariée, elle avait des enfants et pas moi. D'accord, ça y est, Voilà, le point crucial. Et à chaque agressivité, elle me sortait, oh mais toi t'as pas d'enfant, tu sais pas ce que c'est. À chaque fois elle me ressortait ça et ça me déchirait. Ça me faisait mal au cœur, alors que j'adore les enfants, mais bon... Oui, finalement, vous êtes chacune en rivalité sur des terrains différents. Elle a ce que vous souhaiteriez avoir, et vous avez ce qu'elle souhaiterait avoir. Tout à fait. Voilà. Donc, ça crée un face-à-face un peu pénible pour vous deux. Et son mari est descendu, mon cousin donc est décédé il y a 2 ans bientôt, et je me suis dit bon, on va certainement se rapprocher, on va même peut-être faire des petits voyages ensemble, on va avoir des relations peut-être plus rapprochées. Oui. Et pas du tout. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous ayez effectivement imaginé ou fantasmé un lien agréable avec elle, et sans
Enfin, en fait, vous l'avez créé avant même d'essayer de le créer dans la réalité avec elle. Oui. Et du coup, en vous approchant d'elle, elle vous a agressé de nouveau, finalement. Elle n'était pas là-dedans. Sans arrêt, elle m'agresse. Et vous lui avez, Dominique, est-ce que vous lui avez laissé entendre ou tendu une perche dans ce sens-là ou pas? Ou c'est quelque chose que vous avez construit dans votre coin en vous disant, bon, ça va aller mieux maintenant de toute façon? Non, j'ai pas eu le temps de lui en parler parce que on se voit pas trop souvent parce qu'elle habite pas au même endroit que moi, mais à chaque réunion de famille, c'est... Oui, et c'est en public et les autres sont témoins. Oui, alors cet après-midi, ça s'est passé. Alors je ne sais pas ce qu'elle avait été racontée aux autres du Noël dernier où ça s'est mal passé. Parce qu'elle a été d'une agressivité, parce que je disais qu'il y avait des hôtesses de l'air qui étaient mariées, qui travaillaient et qui avaient des enfants. Comment elle monte sur ses chevaux, on peut pas bien élever ses enfants si on travaille, c'est inacceptable. Puis alors c'est d'une agressivité, je n'arrive même pas à imiter tellement c'est violent. Et toujours les mêmes. Oui, mais vous voyez, Dominique, c'est même pas à la limite ce qu'elle dit. Enfin, c'est pas tant le sujet. Je pense que à la fois votre conflit, et vous êtes comme dans un théâtre, vous voyez, en famille. Et donc sans doute que, j'imagine que le groupe, la famille a un rôle à jouer dans, vous voyez, vos agressivités respectives. Le fait que vous vous accrochiez comme ça, et sur des choix de vie sur qui vous êtes, alors qu'il n'y a rien à prouver. Vous avez une vie avec un choix, elle en a un autre, et c'est comme si vous vous battiez histoire de vous battre, quoi. Oui, mais alors comme dans une arène. Du coup, jusqu'à maintenant, chaque fois qu'on avait des agressions, ça ne se savait pas. Ça ne se voyait pas. Ça ne se voyait pas, ça se passait entre nous, et voilà. Mais si, ce que vous m'avez raconté au décès de votre mari, ça s'est vu, puisque votre maman et vos sœurs l'ont vu. Oui, d'accord. Mais bon, après, on n'en a pas fait cas dans la famille. Donc, d'accord. Voilà, personne n'en a Alors vu. que là, ça change, là? Et là, ça change parce que son mari donc est décédé il y a bientôt 2 ans. Et bien sûr, moi, ça me fait très mal au cœur. C'était comme mon jumeau. On avait 8 jours d'intervalle. Et chaque fois, j'essaie de me rapprocher ou que. Quand vous dites à chaque fois que j'essaye, qu'est-ce que vous faites concrètement, Dominique? C'est pour que je comprenne. Je suis gentille avec elle. Mais c'est quoi être gentil? C'est pas gentil. Je lui dis tiens, c'est vrai que tes enfants sont mignons, tes beaux petits enfants sont adorables. J'essaye de Dominique, créer un est-ce que c'est ça, vous voyez, il y a un livre que j'aime bien et que je vous recommande et que je cite souvent sur cette antenne qui s'appelle Cessez d'être gentil, soyez vrai, et qui est que vous connaissez peut-être, c'est écrit par un Canadien qui s'appelle Thomas Dansembourg, qui est un ancien avocat, et qui explique ça, c'est que voilà, souvent on dit mais je suis gentil et je comprends pas parce que ça marche pas, mais c'est d'être authentique, c'est-à-dire vrai, c'est-à-dire d'aller vers elle en disant voilà, il est décédé depuis 2 ans, moi ça me fait de la peine, toi t'es toute seule, moi aussi, et si on enterrait l'âge de guerre, et si on essayait de se parler, on est entre adultes, on a un certain âge, nos vies, on n'a plus rien à prouver à personne, et on a des liens qui nous tiennent à cœur. Elle s'en fout que vous lui disiez que ses enfants sont mignons, sympas, vous voyez, on n'est même pas dans le sujet, parce que vous faites un compliment en pensant passer une forme de pommade, alors vous trouvez ça gentil, mais vu le contexte et vu votre passif à toutes les deux, elle peut pas l'entendre. Et vous le faites bien sûr avec votre cœur, avec une bonne intention, mais c'est pas vrai eu égard pas à ce que vous pensez faire dans votre cœur. Bien sûr que vous êtes vrai quand vous dites ça, parce que vous pensez que c'est ce qui est bon à dire, mais c'est pas authentique parce que la relation, elle a un passif et que ça marche pas. Et oui, mais à chaque fois qu'on a eu un problème, à chaque fois je me suis avancée pour m'excuser avec une coupe de champagne, lui dire allez, on fait la paix, c'est fini. À chaque fois, c'est moi. Alors, si elle veut pas, voyez, alors du coup, pourquoi vous alors interrogez-vous sur pourquoi pour vous c'est important, et si vous voyez qu'en face elle veut pas de ce lien, il vous faudra à un moment donné faire le deuil de ce lien et vous protéger si elle continue. Vous voyez, mais peut-être aller jusqu'au bout, c'est-à-dire le mettre en mots, ce que vous me dites là, aller vers elle en disant voilà, moi ça me fait de la peine, vous voyez, vous parlez avec votre cœur, parce que je sais qu'on se chamaille comme deux chats en furie depuis des années, et je trouve ça stupide et j'en ai assez, et j'aimerais un autre lien avec toi ou avec vous, mais est-ce que c'est possible? Et est-ce qu'on est capable toutes les deux d'avoir un autre lien que celui qu'on a? Et si c'est pas possible, eh ben j'en ferai le deuil. J'ai essayé cet après-midi. Oui. Cet après-midi, elle était dans la cuisine. On ne s'est pas parlé, à peine bonjour et c'est tout, puisqu'on essayait de s'éviter depuis Noël. On s'est pas revus, on s'est revus qu'hier et aujourd'hui. Et aujourd'hui, elle était dans la cuisine et je me suis dit tiens, allez.
Le temps a passé. Je lui ai fait la bise sur la joue. J'ai dit, allez, José, on va faire la paix. Oh, elle m'a agressée, mais d'une manière tellement violente. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle m'a dit, mais non, mais tu te rends pas compte, avec ce que tu m'as dit, tu vas pas t'imaginer, mais d'une manière tellement violente. Et est-ce que, Dominique, dans ces cas-là, quand elle dit ça, au lieu de le prendre pour vous, si vous lui laissiez son agressivité qui n'est qu'à elle finalement. Oui, mais alors les cousins sont arrivés. Ouais. Et il y en a un qui m'a pris par les épaules, alors qu'on s'entend très bien, il n'y a pas de souci, et il m'a sorti de la maison. Il m'a fichu à la porte. Parce que parce qu'il ne voulait pas de ça chez lui, d'histoire. Et peut-être qu'elle avait raconté des choses sur ce qui s'était passé à Noël aux cousins, qui étaient tous là cet après-midi. Ouais. Et alors, dès qu'ils ont entendu que la voix s'élevait dans la cuisine, il y en a deux qui sont arrivés, et celui qui était propriétaire de la maison, mon cousin, il m'a dit non, pas de ça ici. Parce que vous aussi, vous avez élevé la voix, Dominique? Comment? Vous aussi, du coup, vous avez élevé la voix en étant sur le coup de l'émotion. Quand je me fais agresser... Oui. Je n'aime pas qu'on m'agresse. Oui, bien sûr, personne n'aime ça. Mais à un moment donné, vous voyez, quand que je vous dis là, c'est d'avoir conscience que on sait que la relation, vous le savez, est pas bonne avec cette personne-là, vous le savez. Et donc, vous y allez en fait, c'est un peu comme si vous y allez en oubliant que la relation est pas bonne, avec un bouquet de fleurs et des baisers et tout va bien se passer. Elle cherche. Je veux que ça se passe bien. Oui, mais ça peut pas. Elle cherche qu'une chose. Qui s'entend bien, mais il y a qu'elle qui est ce. Mais Dominique, elle cherche qu'une chose, c'est à vous agresser. Donc si vous n'êtes pas dans la conscience et dans un côté un peu plus adulte qui est de lâcher ça, lâcher prise. Ça veut dire que. Maintenant d'y arriver tranquille. Si elle vous agresse, dire je suis avec un ton très calme, mais ça a travaillé entre vous-même et vous-même. Ah mais elle est à l'opposé de là où j'étais et elle fait la tête, elle boude et elle parle. Oui, mais c'est à vous que ça fait encore une fois, cette femme active quelque chose chez vous, je ne sais pas quoi, mais il faudrait le travailler éventuellement avec un thérapeute, qui vous fait sortir de vos gonds et qui vous fait monter au créneau. Et du coup, vous vous faites sortir de la maison parce que finalement, vous êtes l'empêcheuse du bon ordonnancement de la réunion familiale. Or, et vous en souffrez évidemment, puisque vous êtes venu... évidemment. Bien sûr, il y a de quoi, Dominique. Vous voyez, mais parce que je crois bien faire et ça. Mais bien sûr. Ça tourne mal à chaque fois. Mais oui, vous croyez bien faire, mais c'est la seule, hein. Mais oui, mais vous faites sans conscience des gens avec qui vous faites et de la situation. Ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher. Donc, soit vous prenez, il faut que vous savez qu'en face de vous, cette personne, n'est pas dans de bonnes dispositions. Et donc, soit vous y allez avec 3 gilets pare-balles, super tranquille, en sachant que vous ne pourrez pas avoir la relation que vous voulez, vous acharnez à vouloir quelque chose qui n'est pas. Voilà. Donc, ça peut pas marcher. Il y a Alice qui vous conseille de lire aussi Les mots sont des fenêtres de Marshall Rosenberg. Oui, d'accord. Et puis Jeanne qui envoie un mail en disant plus on est gentil avec ce genre de personnes, plus elle se bloque. Dites-vous bien que si elle vous laisse réconcilier avec vous, elle ferait le premier pas. Vous n'avez rien à attendre de cette personne, éloignez-vous. Vous voulez sûrement son amitié en mémoire de votre cousin, mais elle n'est pas votre cousin. Laissez tomber, mettez votre énergie ailleurs. Oui. Je suis assez d'accord avec Jeanne, mais vous mettez surtout votre énergie à vouloir vous faire accepter de cette personne qui ne veut pas de vous. Oui, et sans doute la famille pareil. Oui. Donc là, c'est bien ce qui vous arrive parce que ça va vous imposer, vous obliger de faire un travail sur vous en mettant ça au clair. Votre relation aux autres. Justement, comme jusqu'à maintenant je ne répondais pas à son agressivité, j'ai dit bon, je vais avoir 65 ans, c'est terminé, je ne veux plus subir ça. Je n'ai plus envie qu'on m'agresse. Et elle continue. Alors. Oui, mais c'est pas je n'ai plus envie qu'on m'agresse, c'est réfléchir à qu'est-ce qui fait en moi, qu'est-ce que je fabrique avec moi-même pour être là-dedans, pour me fourrer dans ce trou-là. Donc il faut que vous compreniez qu'est-ce qui se passe avec vous-même dans cette relation avec cette personne, dans cette relation avec votre famille. Sinon, vous mettez en mode victime et il va rien se passer pour vous. Vous n'allez pas avancer d'un iota. Ah oui, mais j'ai eu ça avec des amis d'enfance que j'ai retrouvés. Alors, raison de plus pour aller travailler. Elles ont raconté des histoires. Moi, j'en ai raconté une qu'elle m'avait racontée. Et ça a mal tourné sur moi. C'est tombé sur moi. Alors que j'ai peut-être mal interprété ce qu'elles ont dit, les autres. Et c'est tombé sur une qui m'en a voulu, qui était ma meilleure amie. Et du coup, j'ai pas su me défendre.
Et l'histoire en est restée là et on se voit plus et voilà, je ne sais pas me défendre quand je suis agressée. C'est pas une histoire de défense, Dominique, c'est pas, vous voyez, parce que quand vous dites je sais pas me défendre, ça veut dire que vous êtes déjà non, mais vous êtes déjà dans votre esprit en mode victime. Vous voyez, vous arrivez avec les mains pleines de fleurs et de bonbons et finalement vous prenez un râteau. La question est qu'est-ce que je fais pour prendre un râteau? C'est pas, il y a aucune raison que vous en preniez un. Vous avez une carrière, voilà, vous êtes une femme épanouie. Vous avez une vie, vous avez eu des hommes, des amours. Bon, donc donc il y a bien quelque chose qui s'active de vous. Ça veut dire que vous allez avec une attente, sans doute, très importante, et que vous êtes tellement déçu que peut-être que vous vous sentez éventuellement facilement agressé ou vous portez le flanc à l'agression, mais sans vous en rendre compte. C'est inconscient, et donc vous en souffrez forcément. Ah oui. Donc regardez un peu là les livres dont je vous ai parlé, qui sont des principes de communication non violente, et puis surtout, il est jamais trop tard pour bien faire. Vous pouvez faire même pas très longtemps un petit travail sur vous, d'aller en parler à un thérapeute pour décortiquer un peu comment ça se passe quand ce genre de situation se déclenche et qu'est-ce qui fait que vous vous retrouvez là où vous ne voulez pas aller. Vous voyez, c'est là, vous vous retrouvez dans quelque chose qui vous va pas et vous vous blessez. Et vous vous faites blesser. Donc il y a un truc, j'en sais rien, mais il y a un truc. Bon, c'est pas, vous voyez, mais c'est pas une culpabilité, c'est pas de votre faute, c'est juste qu'il y a une inconscience et qu'il y a sans doute une façon d'aborder la relation qui vous met là-dedans et puis qui vous fait souffrir. Alors franchement, c'est trop bête. Ben oui. Parce que j'aime bien la famille et comme je ne les ai pas eus pendant longtemps, j'ai habité dans une autre grande ville de province. Je suis contente de retrouver toute la famille qui est ici. Alors, et puis il n'y a pas de raison que vous vous en fassiez exclure comme cet après-midi. Ah oui, là, je suis tellement fâchée que j'ai dit je n'irai plus dans les réunions de famille, ni m'occuper des mamies et tatis, comme je le fais volontiers. Tout le monde c'est dommage, me congratule parce que je m'occupe de toutes leurs mamans et leurs mamies. Bah oui. Qui ont 90 ans. Oui, c'est comme si vous les punissiez. Vous voulez plus de moi, puisque c'est comme ça, je viendrai plus. Mais vous vous punissez aussi par la même occasion. Oui. Donc Dominique, prenez soin de vous et faites un petit travail juste de réglage. Ça va pas être grand-chose, je pense. Merci beaucoup, Sophie. Bon courage. Merci, bonne soirée. Bon courage. Bonne soirée, Dominique. Au revoir. Il est minuit, vous écoutez Europe 1 et tout de suite, le journal vous est présenté par Laurence Gontier. Bonsoir Laurence. Bonsoir, à minuit 6 sur Europe 1, c'est la libre antenne encore pendant 1 heure. Et non, on a beau être le 1er avril, ce n'est pas un poisson d'avril. Vous êtes bien dans la libre antenne d'Europe 1, c'est pas une blague. Paul et Jeanne sont bien là pour prendre vos appels au 39 21. Vivian est toujours là à la réalisation et je suis là pour vous écouter et vous répondre. Alors bien entendu, si vous voulez, on peut se raconter des blagues et faire des farces. Il n'est pas interdit de rire dans cette émission, mais voilà, minuit 7 maintenant à l'horloge d'Europe 1 et c'est l'heure où on n'a pas toujours envie de rigoler, mais plutôt celle où les angoisses se font plus vives au cœur de la nuit. Alors si vous ressentez le besoin de partager ce que vous vivez, ce que vous éprouvez, je vous invite à composer le 39 21. Vous pouvez aussi réagir à tout moment par internet sur le site d'Europe 1 ou par SMS 7 39 21 en commençant par le mot nuit. Et puis juste aller une petite citation de Pierre Dac, comme c'est le 1er avril et que voilà, j'aime beaucoup son humour. Je vous la livre. L'avenir de monsieur est devant lui et l'aura dans le dos chaque fois qu'il fera demi-tour. Allez, je compte sur vous et sur vos appels 39 21, je vous attends. Sophie Peters sur Europe 1. Bonsoir Delphine. Bonsoir. Je vous appelle, je suis très émue. Oui, je comprends. Je suis très émue et en plus, je vous appelle parce que je suis désespérée. Oui.
Vous avez ma fiche, je pense. Oui, j'ai vu votre fiche. Je voulais que je vous aide un petit peu à parler de vous. Oui, Delphine, c'est ce que je comprends. Delphine, vous nous appelez ce soir parce que votre sœur est en train, atteinte d'une maladie très grave. Elle est à l'hôpital, c'est ça? Voilà. Et elle est en train de s'éteindre gentiment, doucement, tout doucement. Chaque jour un petit peu plus. Et j'avoue que je suis désespérée. Ouais. Elle a quel âge, votre sœur, Delphine? Elle a 40 ans. Et vous? Moi, j'en ai 36. Et vous avez un lien très fort avec elle? Ah non, on est comme les deux doigts de la main, on est très fusionnels. C'est une sœur merveilleuse, aimante, chérissante, protectrice. Voilà. Ça fait combien de temps qu'elle est atteinte de cette maladie? Alors, qu'elle est atteinte de cette maladie, ça fait 2 ans. Elle a un cancer au cerveau. Oui. Ça fait 2 ans. Elle a été opérée de sa tumeur il y a 2 ans. Ils ont enlevé 98% de la tumeur. Il en reste 2%. Oui. Et c'est ces 2% qui se sont réveillés il y a 2 mois. Et ça s'est répandu au cervelet, si vous voulez. Et le diagnostic des médecins? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est fini. C'est fini. Voilà. Delphine, dans ces 2 années-là, j'imagine, comme vous étiez très proches, vous avez cheminé ensemble avec cette maladie. Oui. Qu'est-ce qui s'est construit dans votre relation? Je pense qu'elle a évolué. Ben non. J'ai toujours vu ma sœur super. Alors, il faut savoir qu'elle est sortie de cette opération, elle était paralysée et elle ne pouvait plus parler. Ouais. Donc, elle a été dans un centre de rééducation où elle a récupéré un petit peu de motricité, un tout petit peu. Ils l'ont rendue autonome, mais voilà. Et elle parlait, par contre, en sortant du centre. Et cette relation n'a pas vraiment évolué. J'ai toujours vu ma sœur protectrice envers moi. Elle est très très forte et elle tient son rôle de grande sœur. C'est elle la grande sœur et c'est elle qui me protège. Et vous avez le sentiment que vous allez perdre votre protection bienveillante. J'ai l'impression que je vais perdre mon toit au-dessus de ma tête, mes racines, mes... Mais Delphine, vous avez 36 ans, vous avez vécu et vous vivez là les derniers instants d'une une relation très forte avec votre sœur. Oui. Et peut-être que en partant, votre sœur, elle est sans doute en train de vous dire, et sûrement même, que vous pouvez maintenant naviguer sans elle, bien qu'elle elle sera d'une façon ou d'une autre toujours là, toujours dans votre cœur, avec vous, mais elle a été là et vous savez sûrement faire, sûrement. Mais il paraît, c'est ce qu'on me dit. C'est ce qu'on me dit, mais... c'est ce qu'on me dit. Oui. Qu'est-ce que vous ressentez, vous? Là, je suis prête à sa mort. Je suis prête, mais juste pour qu'elle meure 1 mois ou 2 et qu'elle revienne juste après. Oui, je comprends, bien sûr. Oui, bien sûr, Delphine. C'est ça, elle meurt et puis elle revient. Oui, voilà. C'est un poisson d'avril, quoi. Voilà. C'est un poisson d'avril, non. Elle ne peut pas mourir, elle est trop forte, elle est trop... Mais quand vous me parlez d'elle, elle est trop comme si vous étiez moins. Elle est très protectrice, Stéphanie. J'ai dit son nom, voilà. Oui, elle est très protectrice, mais elle voyez, elle est son rôle de grande sœur. Alors, bien sûr, aujourd'hui, elle va plus pouvoir être là pour être dans ce rôle-là, mais vous êtes 2 jeunes femmes, 36 et 40 ans, et vous avez eu ce merveilleux lien qui va bien sûr continuer, mais vous êtes aujourd'hui en âge de continuer et d'être sans elle, et peut-être même d'être dans son regard. D'être dans son regard la grande fille que vous êtes déjà. C'est la petite fille, c'est la petite Delphine qui perd sa grande sœur. Ouais. Mais il y a la femme qui est là. Il y a la femme qui est là. Ouais. Mais oui, elle est là. Delphine de 36 ans, elle est là. Ouais, c'est vrai. Mais oui, elle est là, elle est sûrement très forte parce que ça fait quand même 2 ans qu'elle accompagne sa sœur dans la maladie. Oui. Alors je ne sais pas qui est l'aîné des 2, mais là, vous avez dû beaucoup l'aider, votre sœur, dans les 2 dernières années. Vous avez dû lui apporter beaucoup de force, la soutenir, la voir à l'hôpital, la voir être rééduquée, maintenant elle rechute. Vous avez toujours été là. Ah oui. Bah oui, donc la force, là, elle est où, Delphine, là, dans ce moment? Elle est où?
C'est important ça, Delphine, que vous ressentiez ça, mais vraiment, voilà, dans votre corps, dans votre âme. C'est très dur d'accompagner un proche comme ça qui s'en va. C'est très dur. Vous voyez, ça demande un grand courage, une grande force de vie. Il faut une grande force de vie pour accompagner juste au voyage final un frère, une sœur, quelqu'un de si proche. Et ça vous rend votre vie très grande, très grande. Là, vous vous en rendez pas compte parce que vous êtes au seuil et qu'elle va partir. Mais ça vous augmente votre vie, en fait. Ça vous l'élargit. Quand je dis augmenter, vous voyez, comme votre cœur. Je comprends pas trop bien. Votre cœur, parce que vous avez beaucoup, beaucoup donné ces 2 dernières années. Vous avez mis beaucoup d'énergie. Et dans la fragilité, dans la faiblesse de la vie, on a une force énorme. Vous la ressentez pas parce que vous êtes dans la tristesse ce soir et la douleur. Mais vous allez sentir qu'elle est là. Vous allez être très forte de ça, de ces 2 années d'accompagner votre sœur jusqu'au bout. De toute façon, je l'ai connue pendant 36 ans, ma sœur. Excusez-moi, je pleure. Mais c'est pas grave, Delphine. Il y a pas. Pleurez, c'est important. C'est important de pleurer. Elle a été, je l'ai eue pendant 36 ans. Donc, elle a grandi en moi. Enfin, la relation que j'ai eue avec elle a grandi en moi avec elle. Donc, ce sera toujours là, même quand elle partira. Exactement. Ce sera toujours là. Et ça continuera même de grandir. C'est ça que j'essaye de vous dire. Cette relation, elle va continuer. Elle va vraiment, vraiment continuer. Parce que vous allez être très forte, beaucoup plus que vous ne l'imaginez aujourd'hui, d'avoir trouvé en vous l'énergie de vie pour lui tenir la main jusqu'au bout. Il y a un livre que je vous conseille de lire et merci à Alice parce qu'elle le cite aussi, mais j'y pensais en même temps qu'Alice. C'est un très beau livre. C'est un livre de Christiane Singer, Singer, qui s'appelle Dernier fragment d'un long voyage. Christiane Singer elle est décédée, une femme écrivain, que j'aime beaucoup, qui écrit de très beaux livres, et elle a écrit au seuil de sa mort, dans sa maladie, cet ouvrage qui est son dernier livre, qui a été publié après sa mort et qui s'appelle Dernier fragment d'un long voyage. Et elle raconte son dernier voyage et elle rend, avec tout son amour et sa gratitude à tous ceux qui l'ont aidé. Et et j'aimerais bien, ça va vous aider que vous le lisiez, j'aimerais bien que vous le lisiez parce que vous allez comprendre le rôle que vous tenez, vous allez comprendre que vous n'êtes pas la petite fille, vous n'êtes pas la petite sœur. Aujourd'hui, c'est vous la grande sœur. Vraiment. Dernier fragment d'un long voyage. Oui, de Christiane Singer. D'accord. Et ça va vous aider, et ça va surtout vous aider à comprendre que votre sœur s'en va, et celle qui a grandi, la grande aujourd'hui, c'est vous. C'est vous la grande. Et que vous allez y arriver. Et que la protection qu'elle vous a donnée, c'est acquis. Voyez-vous, vous perdez votre sœur, bien sûr, mais vous perdez, son enveloppe charnelle, sa présence, c'est énorme, hein, c'est énorme. Son odeur, ça... Oui, son odeur, son rire, sa beauté sûrement, elle, quoi. Vous la perdez, elle, mais vous la gardez autrement. Et puis surtout, vous êtes riche de toute cette protection qu'elle vous a donnée. Vous êtes riche de ça. Ça, vous ne le perdez pas. C'est vrai, je suis nourrie de ça. Bien sûr. Bien sûr. Vous êtes nourrie de ça et ça vous porte et ça va vous porter très 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 longtemps. Donc c'est vraiment important, de le garder au chaud en vous, parce que vous allez voir que que c'est quelque chose qui va vous réchauffer vraiment. Et vous avez eu, et je peux me permettre de le dire, presque une chance, et c'est terrible à dire, mais je le dis pour tous les auditeurs qui accompagnent dans une longue maladie quelqu'un de cher, mais c'est un lien extraordinaire qui se tisse là pour vous. Vraiment. Vous croyez ? Oui, parce que ça rend très fort. C'est un lien qui va vous rendre très forte dans la vie. Oui, parce que c'est une vraie capacité, ça. C'est sans doute un passage de vie qui est très très douloureux que vous vivez là, mais qui vous, quand je disais qui augmente votre vie, qui l'agrandit, parce qu'elle donne un grand espace, parce que quand on a conscience de la mort, on a conscience de la vie. Ça va ensemble. C'est lié. C'est lié. Et celui qui n'a pas conscience de la mort n'a pas conscience de sa vie.
Il paraît, on me dit que j'ai un gros sens de la vie, moi. Ah, bah sûrement, oui. Et puis là, ça a dû se renforcer. Il y a un auditeur qui vous dit Delphine, continuez à montrer à votre manière votre amour pour votre sœur. Oui, tous les livres de Christiane Singer sont sublimes. Puisez-y votre espérance. Et puis Ninon qui dit le moment est venu pour vous d'être la grande sœur de votre sœur, affaiblie par la maladie. Rassemblez toutes vos forces pour un départ en douceur. C'est ça. Je voudrais un départ en douceur. Oui. Mais elle se amenuise petit à petit. Enfin, chaque jour, c'est un petit peu moins. Oui. Mais alors, soyez bien là. C'est précieux, ces moments-là. Oui. Vous allez voir, c'est des moments intenses aussi. Et je touche dans mes mots, je lui caresse le bras, les cheveux, je l'embrasse, je la respire, j'en profite parce que je sais que ça va pas durer. Donc, Et puis, vous l'aidez, là. Vous voyez, vous aidez son corps à partir. Donc c'est important que vous la touchiez, que vous lui teniez la main. C'est bien de pouvoir faire ça. Et vous voyez voilà, c'est une vraie capacité que vous êtes, c'est une ressource que vous avez, ce que vous êtes en train de me décrire. Tout le monde ne l'a pas. Vous voyez, c'est une force. Vraiment. Et c'est important, oui, de la pleurer, bien sûr. Et vous allez encore la pleurer parce que une vallée des larmes, ça se traverse. Il y a Laurence de Picardie qui vous dit perdre une grande sœur confidente et proche, c'est un peu se perdre, mais tout le soutien qu'elle vous a apporté durant toutes ces années va vous servir pour votre lendemain sans elle. La grande sœur fait souvent office de maman. Gardez-en vous les souvenirs de ce lien et avancez sans elle comme elle vous l'a toujours montré. Oui, c'est joli. Courage. C'est adorable. Et Marie qui dit ceux qui partent nous insufflent leur force. Vous allez être pleine de ce moment, Delphine, et il va vous porter longtemps. Très longtemps. Ouais, peut-être. Et Catherine dit, elle vous a accompagné aujourd'hui, c'est à vous de lui donner la main pour le grand voyage. Courage, vous êtes riche de son amour. C'est vrai. C'est vrai aussi. Ouais. Donc vous voyez quand vous dites je perds mon toit, non, le toit il est bien là. La maison elle est construite, Delphine. Votre maison elle existe. Votre maison intérieure existe. Vous m'appelleriez pas ce soir et vous seriez pas capable, voilà, d'avoir traversé ces 2 ans et d'être là, d'aller la voir, de lui tenir la main si vous étiez pas forte de ce lien. Ouais. Et la protection, le toit, la maison, les murs, tout est là. Et elle va partir et la maison restera debout. Elle va juste un peu trembler et puis elle va être très triste, cette maison. Très triste. Ça va trembler, oui. Ça va trembler puis ça va être tout noir, ça va manquer de lumière. Chaleur. Et de chaleur, mais ça reviendra. Ça reviendra. Il faudra du temps, Delphine, mais ça reviendra. D'accord. Bon courage, Delphine, à vous. Merci. Oui, bon courage. On pense fort à vous. Et merci de nous avoir appelés. Bonsoir. Au revoir. Sophie Peters sur Europe 1. 39 21 34 centimes la minute. Bonsoir Marie-Josiane, vous vouliez apporter votre réconfort à Delphine. Oui, si je peux. Oui. Voilà, donc moi si vous voulez, je suis aide-soignante. Oui. Donc j'ai été amenée à être confrontée à la mort quand même assez souvent. Oui. Et quand ma sœur est tombée malade, donc on a appris qu'elle avait un cancer à 38 ans. Ça fait un coup et donc j'ai été la personne, vous savez, à prévenir en cas où il faut prendre des décisions. Donc elle a duré 2 ans. Et vers la fin, c'était très dur, même pour moi, et c'était même plus possible, moi, à mon travail, de voir des décès. Et par contre, on en avait parlé avant de la mort, et elle disait qu'elle n'était pas prête. Et j'ai l'impression que après, quand elle s'est sentie prête, elle ne voulait plus du tout retourner à l'hôpital mais rester chez elle. Mais bon, c'est arrivé à au point final où il fallait vraiment l'hospitaliser. Et donc ils l'ont endormie et elle est décédée pendant son sommeil, quoi, si vous voulez. Puis à la fin, bon, je pense qu'ils ont dû arrêter la machine parce que c'est ce qu'elle voulait. Ça a été très dur parce qu'en plus c'était à moi de prendre la décision de demander au médecin de l'arrêter.
Mais aujourd'hui, je me dis, parce qu'elle a été quand même opérée de son cancer du foie, hein, donc il y avait quand même 15 cm. Je me dis qu'elle a été forte et qu'elle nous a donné cette force. Et je me dis qu'elle est partie, mais plus apaisée. Plus apaisée, et il fallait qu'elle s'en aille. Parce qu'elle souffrait et même pour nous c'était pas possible de la voir comme ça. C'était dur de la voir partir, sûr, mais apaisée. Oui. J'imagine, Marie-Josiane, que ce que je disais à Delphine, c'est que ce temps long de la maladie permet parfois, en fait, de tisser, un lien un peu particulier, d'apaiser finalement pour aussi bien ceux qui restent que celui ou celle qui s'en va. Voilà, ça permet de se dire des choses, de se dire au revoir, Delphine parlait de la toucher, de lui tenir la main. Enfin, c'est des moments très forts. C'est vrai que c'est des moments terribles, mais en même temps, ça nous donne beaucoup de force, en fait. Et j'imagine que c'est ce que vous avez vécu avec votre sœur aussi. Oui, mais l'accompagnement, il y a deux sens dans l'accompagnement, parce qu'il y a des personnes qui acceptent de parler de leur maladie pour se décharger, mais il y a des personnes qui ne l'acceptent pas. Oui, et qui sont en révolte, hein. Donc, c'est très dur, ça, pour l'entourage. Voilà. Oui, moi ma sœur, elle était dans le sens où elle voulait pas en parler de la maladie. Donc, j'étais la seule, parce qu'on est 4 dans la famille, et j'étais la seule qui l'accompagnait, si vous voulez, sur les petites choses de la vie. Essayer de manger ensemble, parce qu'elle avait du mal à manger. Donc, quelque part, je l'accompagnais. La sentir un petit peu ou parler d'autres choses, mais pas de la maladie. La seule chose que je m'occupais, c'était juste de savoir le résultat de ses scanners et si elle allait faire sa chimio, et voilà, parce qu'elle s'y connaissait pas trop, donc c'est ce que je regardais, quoi. Mais on parlait pas de la maladie. Et voilà, il fallait pas qu'on en parle. Pour nous, on savait que bon, surtout le cancer du foie, qu'elle allait certainement pas s'en sortir. Donc voilà. Et puis je pense qu'elle savait qu'elle n'allait pas s'en sortir. Et le pire dans l'histoire, c'est qu'elle a une fille qui ressemble comme 2 gouttes d'eau. Et moi, en tant que grande sœur, quand je la vois maintenant à 11 ans faire ces petites bêtises, je repense à ma sœur qui faisait les mêmes bêtises, et je me dis, tiens, si ta mère te voyait, et vous voyez, on en rigole, quoi. Et en plus, avec cette sœur, j'ai eu des gros soucis. On s'est resté fâchés pendant 10 ans. Pour une histoire, mon mari m'a trompée avec elle, vous voyez. Donc j'ai vécu une période atroce. Et c'est moi qui ai refait le pas vers elle, parce que bon, le sang familial, c'est quand même ça reste. Et puis c'était ma sœur. Et quand on s'est retrouvés, on était les 2 doigts de la main, quoi. Et des confidentes et tout, et puis donc vous voyez, je l'ai accompagnée jusqu'à la fin, et elle voulait même pas que je sache qu'elle était vraiment vers la fin. Mais voilà, moi, ma sœur, maintenant, quand je pense à ma sœur, je pense à ma sœur bien, je pense pas à ma sœur mal, et je me dis qu'elle est bien où elle est, et qu'elle nous apporte même beaucoup, peut-être parce que je suis très très croyante, et voilà, quoi. Ben merci, Marie-Josiane, voilà d'avoir apporté votre témoignage pour aider Delphine. Je lui souhaite beaucoup de courage, parce que c'est dur, mais ça fait 2 ans et demi, et ça passe, et après c'est un manque, hein, parce que bon, dans les réunions de famille, on sent qu'il manque quelqu'un, mais il y a toujours une petite situation où on va avoir une petite blague, et on va dire, si elle était là, qu'est-ce qu'elle aurait dit, elle aurait c'est bien très rigolé, important, ça, vous savez, Marie-Josiane, c'est très important, parce que quelquefois il y a des familles où une personne décédée, c'est comme si elle n'existait plus. C'est très important que voilà, que le membre de la famille continue à vivre parmi nous, et de l'évoquer, d'évoquer son souvenir, son nom. C'est très important pour
pour le groupe et puis pour nous, voilà. Et puis même pour les enfants, parce qu'elle avait quand même 3 enfants, donc. C'est très important pour les enfants. Vous avez raison. Merci. Par contre, est-ce que je peux vous demander un renseignement personnel? Oui, allez-y. Voilà, j'ai été mariée avec ce mari qui m'a trompée avec ma sœur, donc j'ai divorcé peu de temps après. Donc moi j'ai coupé les liens avec ma famille, parce que je pouvais pas en parler à personne. Donc je me suis retrouvée à parler avec un ex-petit copain avec qui j'ai eu un fils. Et j'ai toujours gardé des relations avec cet homme comme ça téléphoniquement. Et puis quand j'ai divorcé, donc il l'a su. Lui il a divorcé aussi. On s'est mis ensemble un peu de temps. Mais comment dire, caractère différent. Enfin je suis tombée sur le seul homme de la terre qui se lave une fois de temps en temps. Ça me fait rire, mais bon, ça me fait pas rire. Et mon fils a 20 ans maintenant et il s'est jamais occupé de mon fils, jamais reconnu, jamais aidé. Et là, on avait soi-disant prévu de se mettre ensemble au bout de 29 ans mais il veut pas de mon fils parce que mon fils est au chômage, donc quelque part il fallait que je le mette dehors. Donc là il y a 2-3 jours j'ai pris la décision d'arrêter avec lui, même si j'avais des sentiments, parce que je peux pas mettre mon fils. Et c'était quoi votre question? Est-ce que vous avez bien fait? C'est ça que vous voulez? Bien fait, je pense que j'ai bien fait quand même. Je pense, le choix, on fait pas moi en tout cas, je fais pas le choix entre un enfant et un homme. Mais est-ce que je sais que mon fils peut lui demander une pension parce qu'il en a jamais donné. Est-ce que pour ça, je dois passer obligatoirement devant un juge ou simplement une médiation? Alors là, c'est une question juridique. A priori, je pense une médiation, mais ce serait bien de demander conseil à un conseiller juridique de votre côté, parce que là, je ne saurais pas vous dire entre les deux. Mais effectivement, à chaque fois que j'en ai parlé, ça faisait barrage net et. Je comprends pas. Il dit aimer son fils, mais à chaque fois c'était la coupure ou le sujet à ne pas en parler et je rentrais chez moi, on se voyait pas pendant 2-3 mois. Après, on se revoit et dès que j'en reparle, parce que moi, si vous voulez, maintenant j'ai pris ma pré-retraite, je fais de l'intérim de temps en temps. Et mais mon fils il a 20 ans et. Écoutez Marie-Josiane, non mais je pense vraiment effectivement de demander conseil à un conseiller juridique pour voir cette histoire effectivement d'aide pour votre fils, sachant quand même que vu les relations que vous me décrivez avec lui, ça risque pas d'être très simple. Mais en tant que mère, je pense que ça me semble une bonne démarche en tout cas. Oui, tout à fait. Merci Marie-Josiane. En tout cas, Delphine, courage et quelque part je serai avec elle le jour où ça arrivera. Merci à vous Marie-Josiane. Merci. Bonsoir. Merci beaucoup. Bonsoir. Au revoir. Bonne soirée. Merci. Très belle émission. Merci. Isabelle, vous êtes là? Oui, bonsoir Isabelle. Vous vouliez également apporter votre soutien à Delphine? Voilà, tout à fait. J'ai vécu une situation un peu similaire. Bon, il ne s'agissait pas de ma sœur, mais du père de mes enfants. J'avais 34 ans, il en avait 40. Donc on avait 2 enfants qui étaient encore très jeunes. Et il a eu une tumeur au cerveau. Il a été malade pendant 1 an. Et après la chimio, les choses s'étaient bien rétablies. Enfin, on a toujours pensé qu'il s'en remettrait. Et puis, de la même façon, la tumeur a repris. Et très rapidement, il a été dans un semi-coma. Et le médecin m'avait dit... il ne savait pas pour combien de temps, mais il savait que c'était fini, quoi. Et c'était sur cette période que vit Delphine en ce moment, qui, vous pouvez imaginer, est très difficile, parce qu'on est dans l'incertitude. Mais j'avais un frère, ma terreur, moi, c'était de le voir mort. Et j'ai un frère qui est médecin, et je lui ai dit ça, et il m'a dit, mais
il m'a dit, mais ne t'inquiète pas, quand ça arrivera, la mort, c'est la vie. Et je me suis dit, il est complètement à côté de la plaque. Je regrettais presque que je lui en ai reparlé. Et en fait, c'est vrai. Et on attend, et cette incertitude est très lourde, mais bon, quand ça arrive, ben voilà, on est prêt, en fait. On est prêt. En fait, c'est ce que je disais à Delphine, finalement. On fait le trajet en accompagnement, en fait, de quelqu'un qui part. On fait le trajet avec. Voilà, les médecins vous disent que c'est fini, donc vous le savez, même si vous ne voulez pas le reconnaître. Oui, bien sûr. Donc, quand ça arrive, quelque part, c'est paisible, quoi. Oui, quand ça peut être vécu comme ça, justement, c'est ce que je disais à Delphine, et c'est le disons, on va dire l'aspect, positif, si on peut parler comme ça, dans les longues maladies, qui laisse le temps, en fait, de se dire au revoir et d'accompagner. Tout à fait. Et c'est ce que je disais après, c'est une histoire que j'ai pu refermer, puisque pendant un an, je ne travaillais pas à l'époque, donc on a passé un an ensemble, on a pu... avec cette menace de la mort au bout, donc on a beaucoup parlé. Oui, ça permet de se dire des choses aussi. Oui. C'est un livre que j'ai pu refermer, quoi. Je ne suis pas restée sur une blessure ouverte. Oui. Il me semble que Delphine dit une chose un peu similaire, donc je voulais la rassurer, quoi. Ce sera douloureux, mais la vie reprendra, la vie continuera. Oui. Et quand je lui disais que finalement elle serait peut-être presque plus forte de ce moment-là, sans doute, non ? C'est évident. Oui, c'est ce que vous avez ressenti. Aujourd'hui, que ce soit ma sœur ou des amis, tout le monde, on me parle de ma zénitude, ça me fait rire, mais je pense qu'effectivement, on acquiert une force. Oui. Alors, je sais que dans mon malheur, cette expérience de ma vie a été ce qui m'a vraiment construit. Aujourd'hui, j'ai 51 ans. Je suis bien dans ma vie, parce que ça m'est arrivé. Oui. On vous entend pas bien, Isabelle. Je sais pas pourquoi la liaison est pas très bonne. En tout cas, je voulais vous remercier de nous avoir appelé ce soir et merci pour Delphine. Je pense que votre témoignage a pu l'aider. Merci à vous. Message, c'est l'espoir, la vie reprend. C'est l'espoir. Toujours. Oui, merci à vous. La vie reprendre. Et c'est le printemps en plus, au moment où la vie va reprendre là dans la nature. Voilà. Il faut laisser faire. Oui. Merci à vous. Merci Isabelle. Merci. Au revoir. Bonsoir Lorraine. Bonsoir. Je suis émue de vous avoir au téléphone. Ça fait très très longtemps que je vous écoute. Ça fait plus de 15 ans. Oui, à 15 ans peut-être pas. L'émission, je crois, à 12 ans ou 13 ans. Et c'est Caroline Dublanche, habituellement. Oui, c'est ça. Voilà. C'était Caroline déjà à l'époque. Voilà. Je me demandais s'il n'y avait pas Sophie Favier à un moment donné, pendant l'été ou quelque chose comme ça. Enfin, bref. Il y a très longtemps en tout cas. Mais voilà, en fait, ça me semble très dérisoire après les témoignages qu'on vient d'entendre. Cette histoire d'amour à côté. Mais bon, ça me tient à cœur. Mais oui, il n'y a pas de... voilà, il n'y a pas d'échelle. Mais oui. Donc en fait, moi je vous téléphone parce que... comment vous expliquer ? J'ai rencontré quelqu'un, donc ça fait un peu plus de 3 ans maintenant. Et puis tout a été assez rapide, c'est-à-dire que très vite on a habité ensemble. Et puis depuis, j'ai l'impression qu'on stagne. C'est-à-dire ? Vous voyez ? Non. C'est-à-dire que moi je suis sûrement fleur bleue. Donc je rêve de famille, d'enfants, sûrement parce que j'ai eu un schéma familial, un papa, une maman, des enfants. Et mon ami, lui, par contre, ça a été un peu brouillon là. Vous voyez, il a grandi avec sa maman, il a des frères et sœurs avec qui il n'a pas vraiment de contact. Et alors. Eh bien, depuis, donc ça va faire 2 ans et demi, plus ou moins, j'ai l'impression de stagner, de ne pas avancer. Et alors, quand je lui en parle... Vous voulez dire sur vos projets Oui. Voilà, c'est-à-dire que le projet du couple est plus très clair, quoi. Vous êtes plus en phase sur le projet. Oui, oui, mais pas celui du couple.
Vous, voilà, vous savez ce que vous voulez, c'est-à-dire fonder une famille. Je pense pas que ce soit fort bleu, hein. Je pense que fonder une famille, c'est... à me demander si je... Enfin, parfois, quand j'écoute ces raisonnements... Alors justement, quand vous en parlez avec lui, qu'est-ce qui répond à vos envies de construction familiale? Eh bien, qu'il n'a pas eu le temps d'y réfléchir. Oui. Alors je me dis, est-ce qu'il y a besoin de réflexion? Enfin, ça me paraît tellement évident et dans la suite logique du raisonnement qu'il n'y a pas lieu d'être. Qu'il a envie d'y réfléchir, c'est-à-dire il vous demande du temps, c'est ça, pour reconstruire avec vous? J'ai l'impression, en fait, que c'est ce que j'expliquais à la jeune fille qui m'a eu. À Jeanne, oui. Oui, à Jeanne. En fait, j'ai l'impression que sa vie privée dépend de sa vie professionnelle. Vous voyez, quand ça fonctionne au boulot, tout est bien, tout est rose, j'arrive plus ou moins à lui faire dire certaines choses, j'ai envie de dire. Oui. Et puis tout à coup... S'il s'angoisse sur le plan professionnel, il est plus inquiet. Oui, c'est ça. Il n'est pas bien. Par exemple, en ce moment, il passe une période où il n'est pas bien dans son boulot. Oui, donc il s'inquiète d'avoir des enfants et de pouvoir nourrir une famille. Oui, c'est ça. Oui. Mais peut-être, Lorraine, vous voyez, parce que vous êtes peut-être à fond dans votre projet et vous avez du mal à comprendre qu'il ne le partage pas. Peut-être pour arriver à construire quelque chose avec lui, c'est d'écouter sa peur à lui. Vous connaissez, d'accord, votre projet, il est clair. Lui, en fait, ça l'est moins, mais sans doute pour des inquiétudes, comme vous dites, liées, à sa profession, peut-être aussi un modèle qu'il n'a pas et que vous avez. Enfin, il y a peut-être plein de paramètres qui font qu'il est moins déterminé que vous dans ce projet-là. Ça ne veut pas dire ni qu'il vous rejette, ni qu'il rejette le projet. Simplement, il est en train de vous dire, d'une part, j'ai besoin de temps, et d'autre part, peut-être de le construire en parole avec vous. Vous voyez, dans un couple, si on a le sentiment qu'un des deux a ficelé un projet tout seul dans son coin et qui vous l'impose, on n'a pas envie. C'est ça, en fait. Oui. J'ai l'impression, et des fois, c'est ce que je lui dis, je n'ai pas envie. Tu es libre de tes choix et j'ai pas envie de t'imposer quoi que ce soit. Je sais pas, Oui, c'est un peu ambivalent ce que vous dites. D'un côté, vous lui dites, t'es libre de tes choix, j'ai pas envie de te l'imposer, mais je te rappelle quand même que mon projet, c'est ça. Oui, c'est ça. Voilà, mais votre projet, bien sûr, il est louable, légitime, vous aimez cet homme, vous avez... Tacite. Pardon ? Il est très tacite, il ne dit rien, vous voyez, il n'exprime pas vraiment... Vous voulez dire qu'il est un peu taiseux, qu'il dit pas beaucoup les choses, c'est ça ? Qui se tait beaucoup, d'accord. Mais peut-être parce qu'il est inquiet, peut-être vous avez plus de facilité que lui pour mettre en mots certains ressentis ou votre projet, que lui a peut-être moins cette capacité que vous et qu'il peut être inquiet aussi de ça. Donc laissez un peu de temps d'écoute. Vous voyez, il le connaît votre projet, il a juste besoin d'être mais peut-être d'être apprivoisé. Voyez. Mais je sais pas, des fois je me dis, mais est-ce que c'est moi qui suis... je sais pas. J'ai vraiment du mal parfois à suivre parce que je me dis, c'est-à-dire au niveau de la gestuelle, il est très très tendre, il est très affectueux, très. Mais alors après, j'ai l'impression de lui demander la lune, quoi. Enfin, comme si. Je sais pas. Mais peut-être il a un peu besoin de temps, Lorraine, de temps de le discuter. Il a besoin sans doute d'avoir aussi sa part à lui dans la construction d'un projet qui va être un projet commun, qui va être une famille. Si c'est votre projet juste à vous et que lui, il monte dans le train, mais il conduit pas le train avec vous, c'est beaucoup moins intéressant pour un futur papa, mari, époux. Il a besoin d'être deux et de construire ensemble. Ça peut pas être juste votre projet, puis lui, finalement, il l'accompagne, votre projet. C'est un projet à deux. Donc, il va falloir que vous lui laissiez un peu de place dans la discussion, un peu de place dans la mise en forme du projet, un peu de place tout simplement dans la relation pour qu'il puisse exprimer et puis qu'il ait le droit aussi de dire qu'il a peur. Il peut, c'est ça. Vous voyez ? Et que vous puissiez l'écouter, ça veut pas dire qu'il dit non. Et dire j'ai peur, ça veut pas dire je dis non. Je dis j'ai peur, ça veut dire je suis inquiet et peut-être que
voilà, j'aurais besoin de plus tenir ta main, de plus, voilà, peut-être qu'il a plein de choses comme ça à dire, cet homme-là, et qu'il le dit peut-être dans sa douceur, quand il vous prend dans ses bras. Il a peut-être une autre façon de le dire, avec des gestes et moins de paroles. Parce que... Moi, ça veut dire quoi ce A, Lorraine? Je suis tellement omnibulée par le temps qui tourne et qui passe. Ah, voilà, l'horloge biologique. C'est ça. C'est ça. Et puis dans mon travail, j'ai toujours des nouvelles mamans. Ouais. Qui me demandent toujours. Et vous, c'est pour quand? Voilà. Et vous en avez. Et alors, si je pouvais pleurer à ce moment-là, je le ferais, quoi. Ouais, mais voilà, c'est les autres. Et vous, c'est vous. Et ce couple-là, c'est le vôtre. Et j'ai l'impression de ne pas avancer. Vous voyez, de rester en plan. De voir tout le monde autour de moi, parce que toute ma génération a avancé bien fortement. Et puis je me dis, et toi t'es encore là, quoi. Bah oui, mais du coup vous lui mettez la pression, puis vous la mettez aussi par la même occasion, puis vous la mettez aux deux, puis vous la mettez à la relation, et puis voilà, quoi. Et ça va pas aller, ça, Lorraine, ça va pas aller, toute cette pression. Les autres sont les autres, hein, ils font à leur rythme. Oui, bien sûr, on va dire, il y a des âges, il y a une société qui avance, il y a ceci, il y a cela. Vous avez j'ai envie de dire que 31 ans, il n'y a pas le feu. Et puis, avec un peu de distance, de lâcher prise, on est étonné quelquefois de voir dans la vie que les situations qu'on pensait bloquées ou un peu difficiles se débloquent comme par enchantement. Il suffit de lâcher de la pression, laissez-lui un peu d'espace. Peut-être que c'est lui qui va venir vers vous et vous serez étonné qu'il, lui, vous parle de votre projet comme étant le sien. Parce que c'est ça, votre enjeu à vous. C'est que votre projet devienne aussi le sien. Mais alors, oui. Bah oui, mais alors c'est pas en lui imposant qu'il va devenir le sien. Il peut pas, c'est pas en l'imposant à l'autre. Ça peut pas marcher. Oui. Il faut que lui aussi il en rêve, il faut que lui aussi il ait le temps de le fabriquer, de le nourrir, de l'imaginer. Mais et là ça peut se passer dans le quotidien, dans votre échange, en étant dans vos bras, en vivant avec vous tous ces bons moments qu'il vit et dont il va avoir à un moment donné l'envie d'autre chose. Ah. Bah oui. J'aime bien quand vous dites bah oui. En fait, ce qui est étrange, c'est que, alors, quand c'est vrai que j'ai avancé plus d'une fois qu'on aurait pu éventuellement se marier à un moment donné. Et alors, histoire de voir si le déclic venait, je lui avais dit à l'époque, mais pas maintenant, on va attendre un peu. Donc, je lui avais quand même dit, on va attendre stratégique. Un peu. Ouais. Et voilà. alors Donc, j'avais pour nous prévu d'ici quelques années. Donc, à l'époque, ça faisait 2014. Donc, ça nous laissait de la marge. Et puis 2014, c'est l'année prochaine maintenant. Bah oui. Donc maintenant, c'est devenu... Ah ben non, finalement, j'ai plus envie, quoi. Ah bah vous avez fait tourner le compteur et vous lui avez mis un curseur à 2014. Il est au courant, j'imagine. Ah bah oui, ça va plus. Ah bah non, ça va plus. Lui, qu'est-ce qu'il voit? Il voit 2014 arriver et avoir avec une envie folle de prendre ses jambes à son cou. C'est ça. Eh bah oui. C'est exactement bien ça. Bien sûr. Bah oui, encore une fois, vous l'avez décidé, vous avez mis un délai en plus. Vous imaginez, lui, il voit quoi? Il voit le délai arriver, il se dit aïe aïe aïe, ça se rapproche. Donc j'avais la paix jusqu'en 2014, on est en 2013, et en 2014, c'est sûr, elle me passe la bague au doigt, c'est foutu. Non, là, Lorraine, allez, on arrête tout de suite, on enlève le délai, on laisse tomber 2014. Et moi, je ne sais pas comment vous faites pour comprendre tout ça, parce que moi, je sais pas. Non, mais vous me faites rire, surtout, c'est merveilleux. Vous me faites vraiment rire. Non, tant que vous gardez votre bonne humeur par rapport à votre projet, je pense qu'on peut faire plein de bonnes choses avec votre bonne humeur. Ah, mais c'est ce que les filles me disent au boulot. Hein. Ah, bah oui. Quand tu es là, c'est que ça va. Mais oui. Non, mais voyez, donc ça veut dire qu'avec votre bonne humeur, vous avez les moyens de lâcher la pression, puisque vous avez conscience. Vous me le racontez. J'invente rien. Juste, vous me le racontez. Vous savez très bien ce que vous fabriquez. C'est limpide pour vous. En fait, vous le savez. Vous disiez le contraire. Que je vous dise, ouais, c'est génial. Il va pas pouvoir partir en 2014. Il est foutu. Bah non. Et bah non. Bon, ça c'est moche. Hein. Pour finir ma soirée comme ça. Mais non. Mais vous voyez, je peux pas. Voilà, je peux pas vous dire le contraire de ce que vous savez déjà.
terrible. Donc non, c'est pas terrible du tout, c'est même merveilleux. Vous allez lui laisser un peu plus de liberté, d'espace. Vous allez voir comme il va pouvoir s'ébattre au lieu de se débattre. C'est le principe, d'une longe que vous passez, à un beau cheval tout libre dans un pré. Hein. Il va vouloir se débattre. Lâchez-le. Vous allez voir comme il va s'amuser, qu'il va gambader. Puis il gambadera avec vous et ce sera plus sympa. Je suis sûre que tu as... En fait, je suis convaincue qu'il a peur. Ça, j'en suis persuadée. De quoi? Ça, il n'y a pas moyen de savoir. Il ne s'exprime pas plus que ça. Oui. Mais... À côté de ça, l'autre jour, je lui disais, je pense que tu as peur de ne plus pouvoir dire que tu es seule, pas seule dans le sens célibataire, seule, de pouvoir faire ce dont tu as envie, comme si j'allais, je sais pas, lui empêcher de faire je ne sais pas quoi d'ailleurs, puisque finalement il est libre dans ses choix, enfin presque libre. Donc... Pas vraiment avec ce que vous me racontez. Oui. Oui, l'idée de la liberté, c'est la liberté à deux. C'est une liberté à inventer. C'est pas, vous voyez, c'est pas l'idée c'est le système d'injonction paradoxale. Sois libre, mais je te préviens, en 2014, on se marie et d'ailleurs, je vais être même enceinte en même temps, comme ça, on n'a qu'à faire d'une pierre deux coups, ce sera plus simple. Mais t'inquiète pas, t'es libre. Hein. Ça s'appelle une injonction paradoxale en psychologie, Lorraine. C'est pas possible, c'est comme de dire sois spontané, sois joyeux, sois ceci. C'est impossible, vous lui donnez deux éléments totalement contradictoires. Mais ce que je ne vous ai pas dit au départ, c'est qu'il a un métier sujet à être très mobile. Oui. Vous voyez? Et en fait... C'est-à-dire qu'il se déplace beaucoup dans son métier? Ben non, il se déplace pour quelques années à un endroit. En poste, d'accord. Voilà. Oui, mais alors si vous savez, si tous les gens qui sont en poste dans des pays étrangers ou des régions s'empêchaient d'avoir des enfants sous prétexte... Non, mais ça c'est juste un argument qui dit son inquiétude. Oui, mais il parle de son inquiétude quand il vous dit ça. Écoutez-la sans la juger. Parce que plus vous allez mettre des arguments contre, plus vous allez lui dire que finalement il est vraiment stupide d'avoir peur comme il a, moins il va se sentir légitime d'avoir peur, et plus il va avoir peur, et moins vous allez arriver à construire quelque chose ensemble. La liberté, c'est quelque chose qui se vit à deux, c'est être libre dans une relation. Vous êtes trois en fait, il y a vous, il y a lui et il y a une relation. Si vous occupez toute la place de la relation, ça marche pas, Lorraine, ça peut pas marcher. Donc le truc, c'est d'arriver à ce que vous occupez votre place avec votre désir, qui encore une fois est complètement légitime, et il est très beau ce désir, d'une femme qui veut épouser l'homme qu'elle aime, avoir des enfants avec lui. C'est super. Bon, lui, il n'est pas dans le même tempo. Alors, pas du tout. Non, pas du tout, mais il dit qu'il tient à vous. Oui. Voilà. Et vous avez le sentiment d'être importante pour cet homme dans sa vie. Oui. Oui. Bon. Mais on n'est pas du tout sur la même lumière d'onde. On est Qu'est-ce qu'il souhaite, lui? Est-ce qu'il parle de ce qu'il souhaite? Comment il voit l'avenir de votre couple? Qu'est-ce qu'il dit de ça? Comme ça, quoi? Comme ça. Comme ça, on est bien. Mais comme ça aujourd'hui? Comme ça, comme aujourd'hui, oui. Comme aujourd'hui, d'accord. Et, voilà. Et comme ça demain? Sous la même toit. Voilà. Et comme ça après-demain, et comme ça après-demain. Lui ressent pas le besoin de se projeter dans un avenir? Absolument pas. Absolument pas. Parce que ça lui fait très peur. D'accord. Alors quand je lui dis, mais écoute, moi je ne me vois pas te suivre partout, tout le temps. Vous lui dites ça? Pas. Vous lui dites, je me vois pas te suivre tout le temps partout? Non, comme ça, comme on est maintenant, c'est pas possible. D'accord, mais s'il bouge de poste et de région, vous irez avec lui? Oui, hein. Oui, d'accord. Mais vous dites le comme ça aujourd'hui, ça me va pas? Mais non, comme ça, tous les deux sous un même toit, c'est comme si on faisait du copinage, quoi. Ah, pas seulement, quand même. Rassurez-moi, Lorraine, pas seulement. Mais c'est comme si on faisait du copinage. Dans ma tête, mais peut-être Lorraine, ça mériterait d'en parler avec lui. C'est sa façon de dire à lui, la situation, le vivre ensemble, j'aime bien et ça me va. Et qu'il entende de votre part que vous aussi, vous aimez cette vie-là à deux. Et c'est dans le plaisir qu'on a à vivre à deux qu'on décide de faire autre chose ensemble. Ah, moi c'est très clair. Bah oui. Il l'est beaucoup moins. Oui, mais
plus il va éprouver, au sens ressentir, un quotidien qui lui plaît avec vous, plus ça va créer chez lui le désir de faire un pas de plus loin. Oui. Pour l'instant, il se sent coincé parce qu'il se dit, je joue la montre. Et je joue la montre de quoi ? Du quotidien. Parce que elle m'attend au tournant. Le jour où il sentira que vous l'attendez plus au tournant et que vous avez, comme lui, le plaisir de ce moment présent et de ces instants partagés, il va se détendre. Et là, il va avoir la place en lui-même pour vous accueillir dans le projet de faire quelque chose à deux. Mais laissez-le venir vers lui. Il n'a pas la place, là. Bon. Ah oui. Je suis votre conseil. Non, mais c'est pas facile, hein, Lorraine. Je sais que ce que je vous dis pour vous est pas facile. Parce que pour vous, c'est super clair. Et en plus, vous êtes en train de me donner la définition de l'amour tel que vous avez envie de le vivre. Voilà. Et pour vous, c'est très important, ça. Bien sûr. Mais ça veut pas dire qu'il veut pas. Ça veut juste dire, voilà, laisse-moi un peu de temps, laisse-moi un peu de place. Pour pouvoir lui être au chaud avec vous. Il y a Béatrice qui vous dit lâcher prise un peu et c'est peut-être lui qui va devenir pressant. Qui sait ? Je vous le souhaite. Vivement qu'on se presse. Voilà, vivement qu'on se presse. Bonsoir Lorraine. Merci d'avoir appelé. Beaucoup. Bonsoir. Au revoir. Il est 1h, vous écoutez Europe 1. N'oubliez pas que demain, la libre antenne sera une libre antenne très, très, très spéciale. Donc, on vous attend au 3921. C'est une surprise. 23h, la libre antenne et 22h30, le standard. Et tout de suite, le flash vous est présenté par Laurence Gontier. Moi, je vous dis au revoir et à très bientôt. Merci à vous.